Pour cette émission, j'ai un bon ami à moi qui est invité, c'est Denis McCready. Ça fait longtemps que je le connais, c'est un photographe que j'admire beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, Denis. Salut. Salut, salut. Ça fait longtemps que tu fais de la photo, là, je le sais, tu as commencé assez jeune. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu là, ton cheminement puis comment tu as commencé? Ouais, mon frère faisait de la photographie, donc très jeune, j'aimais prendre son appareil puis m'amuser avec, mais c'était un vieux Zénith E à lentille vissée. Quand j'ai travaillé entre le secondaire 3 et le secondaire 4, je me suis ramassé de l'argent puis je me suis payé mon premier Nikon. Fait que j'ai commencé en 84 en 35 mm, puis j'ai fait de la pellicule pendant jusqu'à à peu près 2005. Puis après ça, j'ai tout vendu mes 35. Puis il y a eu comme une période de 10 ans que j'appellerais d'appareil poche, qui était numérique, mais qui n'était pas à la hauteur. Puis j'avais pas les moyens de me payer quelque chose de calibre. Puis en 2015, là, je me suis relancé dans le numérique avec du 24 mégapixels. J'ai commencé comme amateur, je suis autodidacte. Je suis pas un très bon technicien, puis des fois je scanne mes négatifs, puis je fais comme oh boy, c'était pas calibré cette affaire-là, tu sais. Fait que je suis un gars qui a appris et dans les livres de photos et en allant faire de la prise de vue. Je sortais, je faisais beaucoup de prises de vue, je roulais mes propres films pour que ça coûte moins cher. Puis c'était l'apprentissage de juste aller plonger dans la photographie puis apprendre. J'avais des idées d'être photoreporter, mais c'est pas évident parce qu'à Montréal, il y avait pas d'écosystème pour vivre comme photoreporter. Là, ça se passait aux États-Unis puis en Europe. T'sais. Puis donc, en 2000, pas en 2000, en 1996, je me suis organisé un premier voyage photo, mais qui était vraiment orienté photo. J'avais fait un peu de voyage avant, mais puis je traînais mon appareil toujours, mais pas orienté photo comme là je l'ai fait. Puis les photos dont on va parler aujourd'hui, c'est un projet, je l'appelle quasiment mon projet accidentel parce que je voulais aller en Albanie. J'avais beaucoup lu sur l'Albanie, je m'étais préparé, je suis parti avec 125 rouleaux de film, des billets de 1 dollar américain parce que c'était la devise la plus facile pour naviguer ça. Puis mon idée était, suite à la recommandation d'un de mes amis, d'arriver par l'Italie, puis ensuite par la Croatie, puis la Bosnie, puis la Serbie, puis rentrer en Albanie par le nord. Pourquoi l'Albanie? Albanie, en 96, ça faisait 5 ans que le régime avait tombé, entre guillemets, puis que c'était devenu une république. Mais il y avait eu quelques reportages photos, mais on n'en savait pas trop. C'est pas un pays qui avait été sur la carte au niveau médiatique. Puis, comme il y avait eu le conflit en ex-Yougoslavie qui avait attiré beaucoup d'attention, c'est un pays auquel on n'avait pas vraiment porté attention. Plus tard, autour du Kosovo, puis ce qui s'est passé avec la Serbie, tout ça, là, il y a eu une attention sur l'Albanie. Mais à l'époque, c'était un pays pas très connu, très rural, population très éduquée, parce qu'évidemment, c'était communiste, donc il favorisait l'éducation, mais en même temps très rural. Et le problème, c'est que j'avais tous les visas pour me rendre, sauf le visa que l'OTAN exigeait pour que tu puisses sortir de Sarajevo, qui était à l'époque une espèce de cul-de-sac, puis traverser la frontière militarisée, puis continuer ton chemin. Fait que moi, beau niaiseux, je fais toutes les démarches et tout, puis là j'arrive sur place, puis les gens de Care Canada à l'époque me disent ben non, tu peux pas passer, t'as pas ton visa de l'OTAN, il faut aller le chercher à Ottawa. Tu sais, là j'étais comme. Fait que j'avais quand même beaucoup de rouleaux de film. J'avais fait un petit peu de photos en chemin, mais je gardais le gros de mon matériel pour l'Albanie. Puis là, je me suis retrouvé dans Sarajevo 2 mois après, 4 mois après les accords de Dayton. Ça faisait 2 mois que les militaires qui assuraient la paix se promenaient pas le doigt sur la gâchette. Là. Puis eux-mêmes me l'ont dit. Ils ont dit, il y a 2 mois, on était sur nos blindés, le casque, là, le doigt sur la gâchette, à se dire, il va-tu se passer de quoi? Puis là, moi, je suis arrivé au mois d'avril, puis c'était le printemps, tout allait bien, les gars étaient sur les militaires étaient sur les terrasses en train de manger, puis ça jasait, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, il y a des parties de la ville qui se sont ouvertes,
auquel très peu de journalistes ont été parce que les Serbes qui occupaient une partie de Sarajevo ne laissaient pas rentrer les journalistes. Puis ça faisait donc quelques semaines que les Serbes avaient relaissé, les Serbes de Bosnie avaient redonné cette partie-là de la ville, avaient libéré. Fait que moi, j'ai été me promener, outre le centre-ville, puis autour du centre-ville, j'ai été me promener dans les quartiers qui n'avaient pas été beaucoup fréquentés par des journalistes. Puis j'ai décidé de juste shooter, puis documenter, puis de ramasser de l'information. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, je voulais prendre des vacances photo, puis je suis retourné à Sarajevo, spécifiquement, avec à peu près 200 photos de 1996, numérisées, tout ça, codées, et j'ai recherché les lieux, puis j'ai refait à peu près les mêmes photos, j'avais à peu près les mêmes optiques, j'étais en plein cadre numérique, tout ça. Et ça donne donc l'exposition que je prépare en ce moment, puis qui va être présentée à la galerie Bob Carney Gallery pendant le festival Contact là, qui aura lieu là, donc au mois de mai 2021. C'est quoi la chose vraiment qui t'a frappé, qui était différent quand t'es allé la première fois puis quand t'es retourné? La première fois, ça faisait juste quelques mois que la guerre était terminée, puis les gens sortaient de l'hiver. Et il y avait, ce qui était difficile à juger, là, mais je pouvais évaluer à certains endroits, il y avait une quantité phénoménale d'arbres qui avaient été coupés, tu comprends, pour se chauffer, question de survie. Et là, moi, j'y avais été en 2006 avec un appareil Kiev 6x6. J'avais fait une centaine de photos à peu près avant-après. Mais c'était pas la même optique, c'était un cadrage carré, j'étais pas satisfait du résultat. Mais les changements entre 2006 et 2019, c'est que il y a des forêts qui sont apparues. Il y a des arbres gigantesques qui sont apparus. Je me suis retrouvé dans des situations où je levais la caméra, je savais que j'étais exactement à la même place, puis je voyais juste un mur d'arbres. Fait que ça a été frappant, puis en même temps, ben rassurant parce que la ville était rendue très verte, très, tu sais. Puis l'autre chose, ben c'est qu'il y a des constructions majeures, là, il y a des gros édifices en verre, il y a de l'argent étranger qui sont venus, ils ont construit des centres d'achat, des corporations suisses ou saoudiennes ou quelque chose comme ça, fait qu'il y a eu beaucoup d'investissements, mais l'économie est encore très difficile, l'emploi est encore très difficile, puis les gens vivent une précarité financière là qui est pas évidente, tu sais. Exacerbé là, par la pandémie en plus. Là. Tu veux-tu nous montrer des photos que tu as fait? On commence-tu? Oui, absolument. Les photos en noir et blanc sont de 1996, puis les photos en couleur sont de 2019. J'ai, en majorité, je travaillais avec donc des boîtiers Nikon. Mes optiques oscillaient entre 18, 35, 50 et 105. Et puis, parfois, j'avais de la haute sensibilité, là, genre du 1600 ou du 3002. Puis parfois, j'avais du 25 ISO aussi. J'avoue que a posteriori, j'aurais dû partir avec du 125 ISO parce que je travaillais majoritairement en extérieur, plein jour, c'était le printemps, donc j'avais vraiment pas de problème de lumière. Mais le Tri-X, c'est la pellicule que je connaissais le mieux. Donc, ça, c'est un exemple de photos que j'ai prises en 96 dans la gare de train. Et là, ben, 2019, le même lieu, euh, le trou a été rempli, mais c'est pas entièrement rénové. Ça, c'est un endroit bon, c'est en périphérie de la ville, il y a beaucoup de quartiers résidentiels avec des tours d'habitation. Et il y avait un mur de ciment qui avait été placé pour que les gens se protègent et que carrément que les soldats se défendent. Je ne sais pas qui exactement avait mis ce muret-là, mais quand je suis retourné en 2019, évidemment, ce muret-là n'était plus là. Okay. Et j'ai retrouvé à peu près la même position. C'était je me rappelle pas du nom de la fête, mais c'est une fête au printemps où les gens tuent un agneau. Ils font rôtir, puis ils font un gros repas. C'est une fête religieuse. Fait que je suis passé là. Puis il se trouve que ce qu'on voit derrière, c'est des autobus qui avaient été enlignés et sur lesquels on avait placé des plaques de fer pour faire un avant-poste de surveillance et que, évidemment, ça les protège contre les tireurs. Et donc, ces objets-là,
de la guerre était encore présent et était encore dans la rue, puis les gens ils vivaient autour, là. Donc, quand je suis retourné donc en 2019, ben le poteau est encore là. C'est extraordinaire. Moi, Le quand j'ai vu même ça, ces deux photos-là, puis le photo est le encore même là. poteau, je vais revenir juste pour le montrer là. Le poteau est encore là. Et puis, ben, une autre photo, c'est un lieu qui est très connu, qui est mythique. C'est la bibliothèque de Sarajevo, qui a été bombardée assez tôt pendant la guerre. Il y a 4 millions de documents qui ont brûlé. Quand j'étais là, c'était un squelette qui tenait à peine debout. Puis aujourd'hui, ben, quand on la visite, c'est ça qu'on voit. Et elle a été rénovée identique à ce Identique à qu'elle était. l'original. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et un exemple d'artefact de la guerre qui était encore là, puis qui était surprenant, c'était des trucs anti-chars. Hein? Donc, ce qu'on voit là dans le bas de l'écran, l'espèce de X, là, ça, c'est des systèmes anti-chars euh, qui avaient été placés là. Il y avait des trous qui avaient été faits dans la rue pour pas que les voitures puissent conduire. Maintenant, quand on regarde aujourd'hui, c'est un boulevard qui est hyper passant. C'est juste à côté du stade de soccer, qui est évidemment très fréquenté parce que les gens en Bosnie sont des fans de soccer finis. Euh, et là, c'était un cas où il fallait que je fasse attention de ne pas me faire passer dessus par une voiture pour trouver ma shot, mais c'était compliqué parce que la rue a changé de dimension. Fait que j'ai eu des endroits comme ça où j'avais des petits casse-têtes euh, de, 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 de cadrage. Alors ça, c'est 1996 et on voit dans l'aventure du magasin des sacs de sable pour se protéger en fait des obus. T'as des trous d'obus aussi. Là, hein? Oui, c'est ça. Là, ici, il y a un trou sur le truc. Et quand on passe à l'image de 2019, ben, on voit que ça a été cimenté, tu sais, mais on sent encore. Fait que l'exposition, ce qui est intéressant en fait, c'est que je vais monter les photos 1996 en haut et 2019 en bas. Hein? Donc, ça va être une photo, un cadre vertical dans l'exposition. Et on va voir la photo avant et après, une au-dessus de l'autre. J'en ai 19 pour cette exposition-là. Et puis, donc, je suis aux dernières nouvelles, là, je vais être exposé de la mi-mars à la mi-mai à la Bob Carney Gallery. Puis t'as combien de photos en tout qui vont être exposées? Là, ça va être donc 38 photos, 19 duos. Ce que je trouve vraiment incroyable dans ce projet-là, moi, c'est le genre de projet qui me fait triper, des projets qui sont faits dans un espace de temps, tu sais, de décennies là même. Là, tu sais. Moi, ça me fascine. Tu sais. Je pense que quand tu es allé la première fois, tu n'avais pas l'idée que tu étais pour faire ça. Non, non, non. C'est que j'étais conscient que j'étais à un moment dans la ville un peu singulier parce que il y avait plus de journalistes, il y avait plus de conflits, et j'avais accès à des quartiers où les journalistes n'avaient pas eu accès. Ça, j'étais conscient de ça. Fait que je me suis dit, je vais photographier le plus possible, je vais documenter. Maintenant, l'idée de revenir 23 ans plus tard, puis de revisiter les mêmes lieux, c'était pas encore dans ma tête. Puis en fait, c'est bizarre à dire, mais c'est parce que ça m'a pris énormément de temps à savoir quoi faire avec cette matière-là. Puis c'est même, je me suis longtemps demandé, est-ce que j'ai le droit de raconter ça? Qu'est-ce que j'ai à raconter? Moi, j'étais là comme photographe, je me suis promené, j'étais pas en danger, j'étais pas à risque, j'avais pas faim, j'avais pas froid, mais j'étais devant un théâtre d'après-guerre, tu sais, qui était offert à moi. Ben, mais le message est là. Tu sais. C'est tout simple, mettre deux photos ensemble, mais ça explique tout. Tu sais. Ça explique tout le drame de la guerre. Puis ça explique aussi qu'avec le temps, les choses peuvent s'arranger aussi. Tu sais. Ben, Denis, là, je te remercie vraiment là, d'avoir Ben partagé merci, ça ça m'a avec fait nous. Là. plaisir. C'était vraiment intéressant. Fait que je te remercie beaucoup. Puis à, à la prochaine. À la prochaine.